Au fond, que veut nous dire ce film? Eh bien qu'il faut bien, conclure un jour ou l'autre. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je poursuis et termine par la même occasion mon cycle consacré à la saga Mission Impossible en vous parlant du huitième et dernier opus intitulé The Final Reckoning en salle ce mercredi, à nouveau réalisé par Christopher McQuarrie, avec au casting, comme d'habitude, Tom Cruise, Vin Rames, Simon Pegg, Hayley Atwell ou encore Clementieff et Hussein Morales. Alors, le résumé, donc, en quelques mots. Donc, Ethan Hunt a réussi à récupérer la clé qui permettait de contrôler l'entité, mais il doit pour cela retrouver son code source dans le sous-marin Sébastopol, qui a coulé en 2012 quelque part dans l'Arctique, afin de le combiner avec une clé USB. Sauf que le gouvernement des États-Unis, conscient du danger, hésite à laisser carte blanche à Hunt, qui refuse évidemment de dire tout ce qu'il sait par crainte que les infos soient utilisées par Gabriel, l'ennemi de juré de Hunt, qui désire par-dessus tout s'emparer de l'entité pour de sombres desseins. Alors qu'est-ce que je pense de ce dernier opus? Eh bien, c'est une bonne conclusion. Voilà, commençons par la mise en scène. Alors, j'ai envie de dire, au bout de 4 films, on est un peu habitué à la signature Macquarie, si j'ose dire, hein. On retrouve ce fameux montage alterné. Oui, sauf qu'ici, il y a une petite différence. Donc, dans les 3 opus précédents, hein, j'avais expliqué que Macquarie utilisait le montage alterné pour montrer les différents personnages pris à part chacun dans leur destin, notamment dans Rogue Nation, où je m'étais attardé sur la séquence de l'opéra, où on suivait à la fois le point de vue de Ilsa, occupée à préparer son arme pour sa cible, dans le même temps Hunt, qui tentait de débusquer les hommes de main du syndicat, et enfin, troisième temps, les hommes du syndicat lancés aux trousses de Hunt et d'Ilsa. Alors, procédé que Macquarie utilisera d'ailleurs à nouveau dans Fallout et dans Dead Reckoning. Et alors ici, dans The Final Reckoning, cette fois, il utilise le montage alterné de manière, j'ai envie de dire, plus classique, dans la mesure où on suit d'un côté le point de vue de Hunt, hein, livré à lui-même, qui va tenter le tout pour le tout, qui va littéralement se jeter à l'eau pour retrouver ce fameux sous-marin qui peut tout sauver. Et d'un autre côté, les amis de Hunt, hein, Benji, Grace, qui doivent trouver une ancienne connaissance, on va le dire comme ça sans trop spoiler, de Hunt, qui pourrait bien également les aider dans leur combat contre l'entité. Et alors le fait d'opérer de la sorte permet un montage un petit peu plus dense, on peut dire aussi un petit peu plus épique, hein, dans la mesure où ici il est clairement question, donc le film nous le répète à plusieurs reprises, de l'ultime combat, de la conclusion de tout ce qui a été accompli jusqu'à présent, hein. C'est d'ailleurs l'argument marketing du film, hein. Je vais dire, voilà, nos vies sont la somme de nos actes, voilà, en quelque sorte. Et donc, voilà, donc on va suivre d'un côté, je vais dire, Hunt, donc littéralement livré à lui-même le temps, d'une séquence, assez spectaculaire. C'est peut-être d'ailleurs la plus importante avec, celle à la fin de l'avion à réaction, où on va le voir, littéralement utiliser, toutes ses forces, sous l'eau. Et d'ailleurs, il y a déjà, un plan, je veux dire Macquarie qui utilise le montage alterné et qui se fait un peu plaisir par la même occasion, où l'on peut voir ce qui pour moi est peut-être le des plus beaux plans de la saga, où on voit Hunt littéralement en position fœtale. Alors est-ce que c'est un clin d'œil au chef-d'œuvre de Kubrick, 2001 l'Odyssée de l'espace? Je n'en sais rien, mais où on voit Hunt littéralement sous l'eau comme ça en position fœtale, comme pour mieux symboliser, l'espoir, l'espoir qui pèse, sur ses épaules en quelque sorte. Voilà, séquence qui prend bien son temps, hein, je veux dire, qui en plus, est centré intégralement sur le personnage de Hunt. C'est par après qu'on reviendra sur le point de vue de Grace et de Benji. Donc voilà, donc on sent que cet opus est clairement construit pour bien nous montrer que les enjeux sont là et vont se régler là maintenant de suite, quel que soit le point de vue. Alors l'autre procédé de mise en scène que Macquarie utilise à nouveau, c'est les fameux flash forward. Alors j'avais un peu expliqué que c'était l'inverse des flashbacks,
à savoir que les flash forward nous montrent des séquences se déroulant dans le futur. Alors dans le futur, je vais dire un jour ou deux après l'action proprement dite, mais voilà, qu'on n'a pas encore vu. Et ici, c'est mieux utilisé, je vais dire, que dans Fallout, dans la mesure où les flash forward, bah, servent à nous montrer vraiment, la lutte intérieure qui anime Hunt, dans la mesure où, sans trop en dire, il fait tout ça pour, aider son vieil ami, Luther, et dès lors, tout ce qu'il va entreprendre fait sens. Et plus le film avance, plus on comprend pourquoi est-ce que, Macquarie tient à nous montrer, sous forme de flash forward, les différentes étapes de la mission de Hunt. Voilà. Et alors, je le disais, par la même occasion, donc, Macquarie en profite aussi pour se faire plaisir parce que, outre ce fameux plan que je viens d'évoquer, il y en a également un autre qui, à mon avis, va faire parler de lui, qui est bah, vraiment une séquence hors champ où on voit en début de film Hunt qui va libérer Grace, et alors on va voir la caméra qui va rester fixée entièrement sur Grace, et voilà, on va entendre, et je veux dire, on se croirait presque dans un cartoon, hein, je veux dire, des bruits comme ça de coups, de cris, etc. Et après, la caméra, de nouveau, va passer donc du visage de Grace à celui de Hunt. On va voir ce dernier qui va lui dire ben, je t'ai pas menti, je ferai tout et n'importe quoi pour te protéger, absolument tout. Voilà, donc une séquence comme ça, un petit peu cartoonesque que n'aurait pas renié un certain Brad Bird, d'ailleurs, bizarrement. Donc voilà, donc une mise en scène, somme toute, hein, je le disais, auquel on est habitué, hein, voilà, hein, Macquarie étant un bon faiseur avant tout, hein, plus qu'un véritable auteur, ce qui n'est pas une tare, mais voilà, tout en optant de temps à autre comme ça pour quelques bonnes idées qui en plus, je veux dire, d'être bien vues, ajoutent un certain plaisir. Voilà. Alors maintenant, je passe donc au scénario. Alors, ben, vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'agit de la suite directe de l'opus précédent. Je précise que le titre original était, enfin le titre de départ plutôt était Dead Reckoning Part 2, mais voilà, le titre a été changé suite aux résultats mitigés au box-office de Dead Reckoning. Et donc, le film s'intitule finalement The Final Reckoning. Et bah, tout tourne autour du fait qu'il s'agit de la mission ultime, voilà. Et c'est là que le film, j'ai envie de dire, se perd un peu dans la mesure où, à l'instar de pas mal d'autres grosses sagas, Star Wars pour ne pas la nommer, on joue sur le côté conclusion où tout doit être absolument bouclé. Tout doit être rattaché pour faire comme si tout avait été pensé dès le départ. Alors que je rappelle quand même que la saga Mission Impossible est une saga qui se déroule sur quasiment 30 ans, avec quand même 8 films éparpillés sur 30 ans, avec quand même des espaces-temps assez, ben, je veux dire, assez limités, hein. Donc voilà, on sent que ça a été fait par moments un petit peu au forcing. Alors voilà, mon but, si vous connaissez la chaîne, je ne spoil absolument jamais. On a donc, bah, du fanservice, hein, je veux dire ce qui est monnaie courante, hein, de la majorité des blockbusters hollywoodiens de ces 10 voire 15 dernières années. Du fanservice qui, à la fois, est bien utilisé, hein, je veux dire le temps, heu, bon voilà, de personnages en particulier qui, pour le coup, sert vraiment à l'intrigue. Voilà, un personnage qu'on n'aurait, jamais pensé revoir un jour d'ailleurs, mais qui est là et qui, pour le coup, est bien utilisé. Et d'un autre côté, ben, je veux dire des infos comme ça qui sont ramenées un petit peu à la truelle. Voilà, vraiment histoire de dire: «Ah, rappelez-vous, dans tel opus, il y avait ça, et ben tel personnage était rattaché à ça», et cetera. C'est vraiment histoire de faire croire que tout est connecté, en un seul bloc, et on a même en début de film, hein, je veux dire, un montage, à la Rocky 4, hein. Je veux dire, si vous avez vu Rocky 4, ce moment où à Rocky, donc Stallone, au volant de sa voiture, en train de se remémorer les moments forts, des 3 films précédents, eh ben, on a à peu près ça, quoi. Je veux dire, au moment où Hunt reçoit les ordres de sa mission, on va voir les moments forts des 7 films précédents, même le 2, comme ça, qui vont revenir en tête. Et voilà, ce que j'appelle comme ça un montage, bah, on pourrait dire clipesque, hein, presque vraiment à la Rocky 4, quoi. Tous les moments forts qui reviennent comme ça d'un coup, qui sont balancés au visage du spectateur, en mode, bah oui, voilà, tu as tout suivi, hein, tu te rappelles de ça, donc bah voilà, maintenant il est temps de boucler tout ça. Et voilà, alors,
Comme je le disais, hein, c'est un peu propre, maintenant aux longues sagas, hein. Je disais, on avait eu le coup avec, la postlogie Star Wars, ça, avec, le dernier opus, l'épisode 9, l'ascension de Skywalker, qui se proposait comme étant la conclusion de tout, la prélogie, la première trilogie et la postlogie. On a eu également, bah, le dernier Jurassic World, hein, enfin le dernier en date, qui prétendait boucler pour de bon, la saga, inaugurée, par, le premier Jurassic Park. Et maintenant, voilà, on a ce Mission Impossible Final Reckoning qui, se présente, hein, comme, l'ultime film, toujours à prendre avec des pincettes, mais bon, voilà, et qui a pour mission, bah, de tout boucler. Alors j'ai envie de dire, ben voilà, hein, on joue sur la nostalgie du spectateur, on joue avec sa mémoire aussi, hein, le film se permet, bah, d'ailleurs oui, c'est peut-être aussi, gageur, de cet opus, c'est qu'il vaut mieux, bah, il vaut mieux avoir quand même revu tous les autres films auparavant. Parce que oui, il y a, je le disais, hein, il y a le petit montage Rocky 4 que j'évoquais tout à l'heure, un petit effet best-of par moment qui est un petit peu mis comme ça au forcing. Ce qui, malgré tout, bah, n'empêche pas le plaisir évident du film, hein, qui nous offre quand même, il faut bien le dire, deux grosses séquences bien spectaculaires et également bien denses en termes d'émotion, hein. Je le disais, la grande force ici du film, bah, c'est que le montage alterné, qui cette fois-ci se joue vraiment en deux temps et pas en plusieurs temps polyvalents comme les trois autres films, est plutôt bien utilisé, de même que les flash forward. Mais on sent que, voilà quoi, Tom Cruise et Christopher McQuarrie n'ont pas pu s'empêcher de, opter pour, ce que j'appelle la formule best-of, en mode: «C'est le dernier chapitre de notre saga, on remémore tout, on repart, de tout», et alors je dis voilà, ça donne un film, très généreux qui, je trouve, n'est pas forcément le meilleur de la saga, et même si, voilà, j'ai passé un bon moment et voilà, je vous le recommande, hein, comme ça. Mais voilà, donc au final, on se retrouve avec un bon chapitre, de conclusion. D'ailleurs, j'ai envie de dire que si jamais, hein, à Hollywood, enfin bref, il y aurait dans 10, 15, voire même 20 ans, sait-on jamais, un éventuel nouveau Mission Impossible, que faudrait-il penser de ce Final Reckoning? C'est la grande interrogation. De la même manière qu'on pourrait se dire, que faut-il penser du dernier Jurassic World en sachant qu'il y en a encore un autre qui va sortir un jour prochain? Et dans entre parenthèses, je n'ai rien à cirer, mais ça, on s'en fiche. Bref, voilà, donc au final, Final Reckoning, bah, bon chapitre de conclusion, l'émotion est là, hein, je veux dire, Tom Cruise est bel et bien là pour nous le rappeler, bel et bien là également pour en mettre plein la vue aux spectateurs. C'est aussi ça qui fait le charme de cette saga, c'est qu'on se retrouve avec des blockbusters à l'ancienne, avec une star qui également, voilà, fait enfin, une partie, il y a pas tout, hein, de ces cascades qui se met bien en avant à la fois pour, enfin, avant tout pour le plaisir du public, et rien que ça, bah, j'ai envie de dire, ça fait plaisir et oui, donc voilà, c'est sur ces mots donc, beh, que je vais clôturer à la fois cette critique de Mission Impossible Final Reckoning que je vous recommande, qui, voilà, est pas forcément le meilleur opus de la saga, mais qui, voilà, qui, se présente comme une bonne conclusion, qui, je le répète, fait bien le lien avec, tous les autres films et qui franchement, ben voilà, ça reste du bon grand spectacle, bien géré, bien mené, avec quand même, une mise en scène, assez bien travaillée, il faut le dire, hein, qui s'éloigne un petit peu pour ça de, la formule standard classique, même si, je le répète, elle n'a pas pu s'empêcher de jouer la carte, fanservice et nostalgie, je veux dire, à outrance. Mais voilà, donc c'est plutôt, bon oui pour ce Final Reckoning, et donc c'est avec ces mots que je clôture à la fois cette critique et également, hem, cette série de vidéos consacrée à la saga Mission Impossible, et oui, que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Et voilà, je vous invite à me dire en commentaire, bah, ce que vous pensez de ce dernier chapitre. Si pour vous c'est, l'un des meilleurs de la saga, voire même on sait jamais, hein, le meilleur de la saga, si vous avez été ému, déçu, on en discute en commentaire dans la joie et la bonne humeur. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour continuer une autre saga
consacré à un certain homme d'acier, vous voyez, je pense de qui je parle, et également pour d'autres mésaventures. D'ici là, bonne semaine et à très bientôt. Ciao.